Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, s'est donc longuement expliquée hier devant la commission d'enquête parlementaire sur sa gestion de la crise jusqu'à son départ du ministère à la mi-février. Elle a dit ceci notamment. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas anticipé. Ce que nous avons mis en place au ministère de la Santé depuis le 10 janvier est sans commune mesure, en tous les cas en termes d'anticipation, avec ce que j'ai vu, notamment dans les autres pays. La France mieux préparée que ses voisins, elle vous a convaincu ? Non, écoutez, déjà revenons sur le bilan, on est quand même un pays qui a été rudement touché par la crise. Près de 40 000 personnes ont perdu la vie. 30 000. On est à plus de 30 000. On est un peu moins de 30 000. Bon, je me trompe. Mais on est quand même le pays qui avons été le plus touché. Non. En Europe, à quel pays on peut le comparer ? L'Italie, l'Espagne, je parle en nombre de morts par habitant, la Belgique, qui est loin devant nous, je crois qu'on est... C'est un classement, 5e ou 6e, voilà. D'accord. Il n'empêche que le coup a été rude. Et ça, ce qu'on a constaté au cours de la pandémie, c'est que nombre de choses aussi élémentaires que les masques, par exemple, n'arrivaient pas. Bon, bref. Donc, je trouve un peu troublant. C'est normal que Madame Buzyn puisse défendre son activité comme ministre, mais que j'ai trouvé peu d'éléments critiques sur une situation qu'on avait connue. Vous m'avez corrigé sur les chiffres, très bien, mais enfin, bon, pardon de ce mauvais pied pour commencer cette interview, mais quand même, ce qu'on a vécu a bouleversé le pays. Et on a l'impression qu'elle n'apporte pas d'explication de pourquoi il y a eu ces moments de trouble. J'ai évoqué la question des masques, le manque de masques, etc. Et elle s'est défendue de manière très politique finalement, plus que vraiment comme une professionnelle, je dirais, de la santé. Mais on sentait qu'il y avait une volonté de dire, moi, je n'ai pas fait d'erreur. Bon, alors. On en arrive à quelle situation ? Ce qu'elle nous dit, c'est que elle avait finalement eu une intuition, je reprends ces mots, qu'il y allait avoir un problème. Blog, aux alentours de Noël 2019, voilà, mais pour autant, alerté sur les premiers cas de pneumonie en Chine. Voilà. Pour autant, cette intuition ne l'empêche pas de considérer que le 16 février, elle peut faire candidate à une élection municipale. Elle considère que finalement tout est en position pour pouvoir aborder cette crise dont elle a eu l'intuition. Mais les commandes de masques qui sont faites en janvier sont finalement assez faibles. Alors, elle a des tas d'explications en disant que c'est pas mon rôle de ministre, etc. De elle regarder. Notamment que la note envoyée par Santé publique France en 2018, qui faisait état du manque de masques en France et surtout de leur état inutilisable, n'est jamais arrivée jusqu'à ses services. C'est un problème. C'est un problème, effectivement. Donc j'ai bien vu qu'elle dit, en fait, elle tape en touche un peu sur cette agence. Elle dit par ailleurs qu'il faudrait faire une nouvelle agence pour faire face aux crises. Mais quand même, moi, je veux dire, quand on sent qu'au mois de janvier, il y a une difficulté, que ce soit elle a évoqué qu'il faut qu'il y ait une chaîne de commandement. Comment se fait-il que moi, je suis pas médecin, mais on comprend bien que c'est une pandémie qui risque de poser l'obligation ou le fait d'avoir des masques. Et à ce moment-là, elle fait une commande, si j'ai bien suivi, de 1 million de masques seulement, qui n'est pas à la hauteur vraiment des besoins. Bon, bref. Donc, il y a quand même quelque chose qui a dysfonctionné. Ça, c'était que pour l'aspect. Après, il y a toute une série d'autres aspects. Et je vous donne la parole, c'est que ou je vous la laisse. Merci de donner la parole à Renaud Dély. Non, parce que ceux qui nous écoutent à la radio doivent savoir que Renaud Dély fait signe de la main. C'est que non, mais j'ai été troublé en me trompant sur les chiffres, mais n'empêche que après, il y a une situation plus générale, et ma collègue Caroline Fiat qui était là, où nous pensons que cette crise arrive à un moment où notre hôpital public a été malmené par des politiques publiques, souvent de réduction de moyens. Nos EHPAD étaient en situation difficile, on l'avait souligné, ça n'avait pas fait face, et je trouve que par rapport à tout ça, elle est restée un peu évasive. Renaud Dély. Pardon. Il y a, je vous en prie, un défaut d'anticipation, si je vous suis bien, Alexis Corbière. Il y a un défaut d'anticipation. Agnès Buzyn aurait dû mieux prévoir l'évolution de l'épidémie. Sans aucun doute. Moi, je pense surtout qu'au-delà d'anticipation, Madame Buzyn, à l'image, par ailleurs, hélas, de politiques même ont été menées par le gouvernement précédent, s'inscrit dans une logique de rationalisation, de réduction de moyens, et que notre système de santé dont on était si fier, qui était un peu la marque de notre identité nationale, tous on disait, franchement, la République, les services publics, l'hôpital, c'est pas comme dans d'autres pays où il n'y a pas de privatisation. Bon, il n'empêche qu'on a pris le choc en pleine figure, et qu'on s'est aperçu que nombre de mesures, notamment si j'ai bien suivi le fait que nous considérons qu'il n'était pas si stratégique que ça d'avoir des masques, mais si nous en avons besoin, nous les commanderions. N'empêche que quand on est face à une pandémie mondiale, là où on fabrique des masques, il y en a plus parce qu'ils en ont besoin. Mais je vous laisse sur ce défaut d'anticipation, ce défaut de prévision, Alexis Corbière, est-ce que c'était
si facile que ça d'anticiper. Par exemple, si on se souvient de la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, c'était le 28 avril dernier à l'Assemblée nationale, au moment où les Insoumis ont voté contre le plan de déconfinement, qui commençait le déconfinement le 11 mai. Voici ce que disait, ce que prédisait Jean-Luc Mélenchon. La deuxième vague de l'épidémie est inéluctable. Le deuxième pic est inéluctable et il sera d'autant plus violent que les conditions n'auront pas été réunies pour réussir la sortie du 11 mai. Il n'y aura ni la quantité de masques suffisante, c'est-à-dire celle qui permet à chaque personne de disposer d'un masque efficace sans qu'il lui en coûte 1 euro, parce qu'il s'agit de sa propre survie. C'était impossible de prédire l'évolution. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, le 11 mai, c'était beaucoup trop tôt, il ne fallait pas déconfiner, il ne fallait pas renvoyer les enfants à l'école, il ne fallait pas renvoyer les Français dans les transports. J'observe que pour ce qui est des enfants à l'école, le système a tenu parce que bon nombre de parents n'ont pas mis les enfants à l'école, donc on pouvait mettre une majorité sont retournés sans qu'on voit de deuxième vague. Aujourd'hui, mais 75% des parents, dans un premier temps, n'ont pas mis leurs enfants à l'école. Donc moi, je connais bien les protocoles ont pu être mis en application. 75% des parents n'ont pas remis leurs enfants à l'école. Oui, dans beaucoup je vois chez moi, c'était le cas en Seine-Saint-Denis, les 3/4 des parents n'ont pas mis les enfants à l'école. D'accord? Quel chiffre avez-vous vu que depuis le début, je ne sais ce que donner que des mauvais chiffres. On est d'accord. Non, mais j'admets que je me suis trompé pour commencer, mais tout de suite, n'ayez pas l'air surpris avec moi, cher Marc Revel, quand je dis que quand même la grande majorité Jean-Luc Mélenchon aussi s'est trompé le 28 avril lorsqu'il fait ses prédictions apocalyptiques en disant le deuxième pic est inéluctable, rien n'est prêt pour y faire face. À ce stade, alors pour le coup, vous êtes certain qu'il y aura pas peut-être une remontée de la pandémie? Moi, je n'en sais rien. Ce que nous avons pointé à cette occasion, ce que nous avons pointé, lui en était certain, Alexis Corbière. Moi, je ne suis sûr de rien. Lui en était certain, Jean-Luc Mélenchon. Et surtout, ce que nous pointions à cette occasion, c'est que notamment pour la question des masques, et ça reste pertinent, il y aurait pu avoir à ce moment-là la gratuité des masques et non pas la situation face à laquelle tout le monde a dû se réduire, de fabriquer ses propres masques. Et aussi, on y revient tout de même, cette inégalité très forte qu'on a constatée à l'occasion de la pandémie, que selon les métiers que vous exécutez, tout le monde n'a pas été égal, si je puis dire. Sur les masques, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'y en aura pas assez au moment du début du déconfinement. C'est ça sa prédiction. Non, nous demandions la gratuité des masques. Nous demandions la gratuité. Il n'y aura pas suffisamment de masques, effectivement, de surcroît gratuits. Nous sommes maintenant près de 2 mois, 1 mois et demi après le déconfinement. Il y a des dizaines de millions de masques que les gens doivent que les gens doivent s'acheter, mais les gens se sont bien comportés. Vous avez la certitude, Alexis Corbière, que vous, au pouvoir, vous auriez été meilleur? Ce que je sais, c'est toujours facile de dire ça face à une situation inattendue de développement d'un virus. Ça, je peux entendre que nul n'est devin et c'est pas la peine de faire le malin. Par contre, donc ça, il y a une situation où même si c'était nous qui exercions les responsabilités, on aurait pu se retrouver. Voilà. Par contre, ce que je sais, c'est pour ça que j'ai dit que finalement tout ça on doit avoir un peu de recul. C'est que la mise à mal de notre système de santé, la fermeture de lits dans les hôpitaux, les 12 milliards d'euros sur notre système de santé d'économie qui ont été réalisés, de rappeler tout simplement que nos personnels de santé manifestaient quelques mois auparavant pour dire que notre hôpital public est mal en point. Cette crise cette crise sanitaire en vérité est venue percuter une crise sociale et un affaiblissement du service public ou une stratégie qui consiste souvent à affaiblir l'hôpital public au profit de l'hôpital privé, une stratégie qui consiste à dire qu'on va délocaliser les lieux de production de choses aussi élémentaires que le masque parce qu'on va le faire dans d'autres pays. Cette idée finalement, la conséquence de ce qu'on a vu l'Organisation mondiale du commerce qui fait que nous sommes en Europe notamment et en France en particulier, on va y mettre une activité de service. Par contre, tout ce qui est activité industrielle de production, ça va être ailleurs dans l'atelier du monde. Notamment, ça va faire ça en Chine et en Inde. D'où, si j'ai bien compris, l'idée que ça servait à rien de stocker des masques, c'était on dit parce que si on en a besoin, on les commandera là où ils se fabriquent. Et sauf qu'on s'aperçoit que face à une épidémie mondiale, là où ça se fabrique, eux aussi, ils en ont besoin. Ça, c'est des choses, où ma famille politique au sens large le pointe depuis des années, de dire que cette délocalisation est folle et qu'il faut relocaliser l'économie. Et de ce point de vue-là, Madame Buzyn est comptable, à travers elle, toutes les politiques qui sont menées sur cet affaiblissement du service public, notre incapacité à planifier une production, à relocaliser l'économie, à avoir une autonomie, une souveraineté face aux besoins. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité ce matin de France Info. Il est 8h42. Le fil info, c'est Maureen Suignard. L'Europe rouvre en partie ses frontières aux touristes venus du Japon, de la Chine, du Maroc, de la Tunisie ou encore de l'Algérie. Les ressortissants de 15 pays où l'épidémie est jugée stable, autorisés à venir. Les États-Unis n'en font pas partie, liste qui sera revisitée toutes les 2 semaines. Au lendemain d'une nouvelle journée d'action du personnel hospitalier en France demandant plus de moyens, Martin Hirsch, le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, estime qu'il ne faudra pas se concentrer sur les chiffres. L'exécutif qui a annoncé une rallonge de
300 millions d'euros pour augmenter les salaires. Nous avons une chance historique pour transformer l'hôpital, dit-il sur France Info. Le marché automobile reprend des couleurs. Net rebond des immatriculations en juin, plus 1,2% par rapport à la même période l'année dernière. Le marché stimulé par les mesures du gouvernement, les primes à la conversion et les bonus pour l'achat de véhicules propres. Par contre, toujours des difficultés dans le secteur aérien. 15 000 suppressions de postes annoncées chez Airbus dans le monde. Il y en aura 7 500 chez Air France selon les syndicats. Une hausse des allocations chômage à partir d'aujourd'hui, hausse correspondant à celle de l'inflation. Plus 0,4% dès ce mois-ci. 3 millions de demandeurs d'emploi en bénéficieront. France Info. Et tout est plus clair. Alexis Corbière, pourquoi les Insoumis, contrairement à tous les autres grands partis politiques de France, ne contrôlent pas de grandes villes après les municipales ? Déjà, nous sommes un mouvement jeune, qui est né essentiellement à la préparation d'une candidature à l'élection présidentielle de 2017, et que souvent préparer des listes aux élections municipales nécessite d'avoir, un ancrage un peu plus ancien. Deuxièmement, nous avons fait le choix à l'occasion de ces élections municipales de favoriser soit des stratégies d'union dans certaines villes, d'union gagnante. Il y a des choses qui me font plaisir, mais j'aimerais que ceux qui gagnent n'oublient pas parfois qu'ils avaient avec eux. C'est grâce à vous aussi les Insoumis. Vous pensez à qui ? Par exemple à Marseille. C'est pas encore fait, Marseille. Pardon. Non, mais d'accord. Enfin bon, ça fait partie des villes dont on a considéré à Lyon également. À Marseille, Alexis Corbière, c'est un bon exemple. Jean-Luc Mélenchon n'a pas soutenu au premier tour Michel Rubirola. Parce qu'il y avait une grande complexité. Je rappelle que Europe Écologie non plus. Je rappelle que Madame Rubirola, si je ne dis pas de sottises, avait même été exclue avant d'être réintégrée. Parce que les écologistes qui aujourd'hui refusaient l'union. Donc vous voyez, faut pas réécrire l'histoire. Marseille est une ville extrêmement compliquée. Mais si vous voulez qu'on revienne dans le détail de la confusion des différentes stratégies qu'il y avait au point de départ, Jean-Luc Mélenchon était favorable à un rassemblement, mais je vais pas faire pas à la candidature au premier tour de Michel Rubirola et du Printemps Marseillais, alors qu'il est député de la ville. D'accord, mais n'empêche que Sophie Camard, qui a été élue, est sa suppléante, donc il a participé à cette victoire. Non, mais je veux dire, moi, il y a beaucoup d'endroits où nous avons participé à cette victoire, mais c'est vrai que nous n'étions pas, la force qui souvent, parce que souvent en plus on a eu une forme. Vous n'étiez pas la force qui prenait le premier rôle, parce que souvent nous avons joué le jeu. Vous avez accepté de vous effacer derrière d'autres et derrière des écologistes notamment. Exactement, et j'aimerais que ce soit entendu. Pourquoi ce choix ? Parce que bien souvent, ce leadership il y en avait certains qui ne voulaient le rassemblement que derrière eux. Sinon, il n'y avait pas de rassemblement. Donc, nous avons fait le choix d'être un élément de ce rassemblement, contrairement à ce qui se dit souvent. J'entends parfois, il est d'usage de dire que nous serions ceux qui ne veulent pas l'unité. Nous avons été favorables. Là, vous avez montré le contraire. C'est ce que vous dites. Dans certaines villes. Après, vous savez, les municipales, le problème, c'est que c'est une explosion, souvent, dans beaucoup d'endroits, de stratégies tout à fait différentes. Ce que vous avez fait, Alexis Corbière, au municipal, c'est-à-dire, c'est ce que vous nous dites, vous effacer quand il le fallait pour faire gagner la gauche. Ça dépend. Il y a des endroits où nous avions nos propres listes et des endroits où nous étions dans ces rassemblements. Est-ce que ce n'est valable qu'au municipal ou est-ce que ça pourrait l'être également à la présidentielle ? Non. Premièrement, la question, on va revenir un peu plus sur qu'est-ce que c'est que cette élection présidentielle. Premièrement, nous sommes encore une force prégnante dans le paysage politique. J'aimerais aussi que ce ne soit pas oublié. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment. Nous avons une silhouette particulière qui me semble être une force. Là encore, on n'est pas les seuls. C'est Jean-Luc Mélenchon, la silhouette ? Je parle de notre mouvement. Le mouvement, pardon. D'accord, nous avons une silhouette politique très particulière, une identité qui est ceux qui marient une exigence sociale, une exigence écologique et une exigence démocratique. Nous sommes les écologistes pourraient dire la même chose. Non, d'accord, très bien, mais à chacun de juger à quel niveau, par exemple, nous fixons. Mais j'ai dit qu'on n'était pas les seuls, mais nous l'avons quand même de manière assez forte. Sur des questions sociales, il me semble que nous sommes un petit peu plus marqué que les écologistes que vous évoquez, sur des questions de répartition des richesses, de rupture avec les politiques libérales qui sont menées. Sur notre critique de la Ve République me semble plus vive que d'autres. Enfin, qu'importe. Nous sommes là une force significative et qui me semble être une force aussi qui a un rapport au milieu populaire aussi assez particulier et dans une situation où j'aimerais d'ailleurs que ce soit meilleur de la part des autres, mais nous sommes ceux qui sont pas non plus les plus mal placés. Toutes les études le démontrent. Bref, dans la période qui vient, quelle va être la difficulté? Parce qu'en vérité, la leçon de cette élection, au-delà de victoires qui me font plaisir, et moi je me réjouis qu'il y ait des villes qui passent entre les mains de maires écologistes, j'ai pas de souci avec ça, mais quand même d'observer que le phénomène majeur pour l'élection qui vient, celle du président de la République, qui me semble l'élection majeure, où il y a une concentration de pouvoir, et où, me semble-t-il, je peux me tromper à nouveau, je me suis trompé 2 fois ce matin, mais il me semble que là, il y aura une participation plus forte, parce que les gens pensent que c'est là qu'il y a le pouvoir. Observons que l'élection qui vient d'avoir lieu est une élection où il y a
une participation historiquement basse. Oui. Vous dites, par rapport aux écologistes, vous dites nous sommes porteurs d'une exigence sociale un petit peu plus forte, d'une exigence démocratique un petit peu plus forte. C'est même un euphémisme. Vous revendiquez vous aussi une exigence écologique. Est-ce que ces différences, ce sont des différences de degrés, ou est-ce que ce sont des différences de fond? Est-ce que ces deux gauches sont irréconciliables, ou est-ce que ça peut faire la base d'un programme commun avec les écologistes? Moi, le mot irréconciliable, j'en sais rien, parce que je sais que nous avons souvent des désaccords avec Europe Écologie Les Verts, et au sein même d'Europe Écologie Les Verts. Vous évoquez là, ce sont des nuances. De ce que peut dire Yannick Jadot. Mais vous savez, il est parfois difficile même à suivre ce que propose Yannick Jadot. Je ne sais pas sur sa position sur les retraites, par exemple. Dernièrement, nous étions farouchement contre la réforme des retraites. Il m'a semblé parfois que Monsieur Jadot était assez hésitant sur la question de la réforme à points. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas d'ailleurs quel est son programme, et je ne sais pas d'ailleurs il se présente à quoi, m'entendre sur quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sortons des phrases définitives où j'en sais rien. Vous voulez m'entendre avec quoi? Mais je ne sais pas. D'ailleurs, c'est Monsieur Jadot plutôt qui ne cesse de répéter qu'il veut pas s'entendre avec Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai encore entendu, c'était pas chez vous, à une autre émission dernièrement où il a dit, mais je m'en fiche d'un certain point de vue. La question, c'est comment on aborde la période qui vient. Si on veut l'emporter, c'est-à-dire mon camp, ceux qui sont les partageux, ceux qui pensent que la crise écologique est une question majeure et centrale, ceux qui pensent que ce système institutionnel aujourd'hui est étouffant pour la vie démocratique. Alors, si on veut l'emporter, comme vous dites, est-ce qu'il faut forcément un candidat à la France Insoumise à la présidentielle? Alors je vais terminer mon raisonnement et vous verrez ma conclusion. Le problème que nous avons, c'est l'abstention. Et l'abstention, elle est sociologiquement très typée. C'est une abstention populaire. Les ouvriers employés, des études le démontrent, 70% se sont quasiment abstenus. Les jeunes aussi se sont abstenus. Donc la question, si on veut battre Macron la prochaine fois, et éviter éventuellement comment faire revenir les classes populaires dans les bureaux de vote. Comment on arrive à avoir une candidature, quelqu'un qui porte nos couleurs, qui remobilise cet électorat populaire. Un écologiste peut pas le faire parce qu'il n'a pas la même base pour vous. Les classes populaires ne voteraient pas aussi massivement pour un écologiste que pour un candidat de la France Insoumise. À ce stade, j'observe que les victoires écologistes sont souvent marquées justement dans cet océan d'abstention, dans des villes qui sont riches et qui quand même qu'il faut observer. Les bobos quoi. Mais j'aime pas ce mot, ça veut dire quoi? Vous êtes un bobo, j'en suis un. Non, mais c'est des conneries, cette expression. Alors, je veux dire à ce micro, je préfère des bourgeois bohèmes aux bourgeois racistes. C'est pas mon problème. Non mais arrêtons ce truc. Là, on n'est pas à valeur actuelle ici. Le mot bobo, ça veut rien dire. Moi, je préfère que des gens qui sont aisés votent pour l'écologie et le social. Non mais j'aimerais des villes riches. C'est l'expression que vous avez utilisée pour définir le vote écologiste. Ce que je dis, c'est pas une insulte parce que j'ai. Et moi non plus, quand je dis bobo, ça n'en est pas une. Oui, mais je connais le caractère. C'est que c'est plutôt un vote CSP+, éduqué, qui est venu voter. Tant mieux s'il vote écologiste. Ça s'appelle un bobo. Dans le cas précis. Non, parce que bobo, c'est un mot, mais n'y voyez pas comme vous voulez. Ce que je veux dire, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'ils sont majoritaires aujourd'hui dans ce pays, c'est les ouvriers, les employés, les chômeurs. Il faut un candidat insoumis. Attendez. J'essaie d'arriver au bout de votre raisonnement. Donc, d'autant qu'il est 8h50 avec cet électorat aux urnes. Mais je ne vois pas pour quelle raison il n'en faudrait pas pour le dire, parce que toutes les études démontrent, par exemple, à ce stade, que par exemple Jean-Luc Mélenchon, puisque vous voulez parler de lui, est celui dans les études d'opinion qui mobilise beaucoup plus. Moi, je regarde dernièrement un sondage de l'IFOP. On en pense qu'on en veut, mais Mélenchon est à 11-12%, Yannick Jadot est à 8%, mais surtout, les milieux populaires, Mélenchon, il y a près de 17% des employés qui votent Jean-Luc Mélenchon, il y en a 4 qui votent Yannick Jadot. D'accord? Donc, Jadot fait ce qu'il veut à ce stade, mais j'aimerais que personne ne se parle avec arrogance, en disant, pousse-toi de là, je suis le candidat de l'évidence. Je dis, face à cet enjeu stratégique, comment on fait? La France Insoumise et son programme n'est pas le plus mal placé pour porter ça. Mais par ailleurs, ça se trouve, il y aura 2 candidats. Si vous voulez que je vous dise, c'est pas le sujet. De toute façon, la situation des municipales démontre aussi que c'est pas uniquement quand il y a des candidatures uniques que ça gagne. C'est plutôt qui c'est qui arrive à mobiliser un secteur de la population qui me semble être le secteur qui doit marcher devant, au service duquel on doit particulièrement agir, qui sont ces milieux populaires qui, par ailleurs, même s'ils ne sont pas allés voter dimanche dernier, se sont fortement fait entendre dernièrement par des mobilisations sociales. Je rappelle le mouvement des Gilets jaunes et autres sujets. On va marquer une petite pause. Alexis Corbière, on va respirer, on va boire un verre d'eau. C'est le fil info, il est 8h51, c'est Maureen Suignard. Force ouvrière n'acceptera pas en l'état le plan social d'Airbus. C'est un choc absolument terrible. Réagit sur France Info le coordinateur du syndicat Dominique Delbuis. 5000 postes supprimés en France, 15 000 dans le monde. Un chiffre aussi jugé excessif par Bercy. Le secteur aérien en crise avec également Air France qui va se séparer de 7500 employés selon les syndicats. Un remaniement gouvernemental imminent entre ce vendredi et mercredi prochain. C'est une information France Info. La nouvelle équipe en place dès la semaine prochaine.
Une première arrestation à Hong Kong liée à la loi sur la sécurité adoptée par la Chine. Arrestation annoncée par la police. Cette législation largement contestée depuis un an, dénoncée par ceux qui craignent que les libertés reculent dans ce territoire semi-autonome. Alors que les TGV ne sont pas encore pleins à l'approche des vacances d'été, la SNCF lance une opération commerciale des billets à partir de 30 € mise en vente à partir donc d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, inclus pour les destinations phares de l'été. France Info. Et tout est plus clair. Toujours avec le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, une question justement sur votre département. Mais vous avez compris mon raisonnement. D'abord, je crois qu'on y a passé 8 minutes. Non, mais stratégique. Non, mais stratégique. Si on veut faire revenir les classes populaires à l'élection présidentielle et lutter contre l'abstention, il faut un candidat qui les attire. Sans les classes populaires, on a perdu face à Emmanuel Macron. Renaud Dely. Alexis Corbière, vous êtes donc député de Seine-Saint-Denis. On va aborder un sujet qui concerne directement votre département. Il s'agit du comportement d'une frange de la police en Seine-Saint-Denis, puisque le préfet de police de Paris vient de décider la dissolution de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis. Cette compagnie était soupçonnée d'avoir produit des faux et d'avoir racketté des dealers. Elle fait par ailleurs l'objet de plusieurs enquêtes préliminaires liées à des accusations de violence. Est-ce que le préfet de police a pris une bonne décision en décidant donc de dissoudre cette CSI de Seine-Saint-Denis? Et il me semble. Et en faisant ça, il fait pas du racisme anti-flic, il me semble. D'accord ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il faut discuter du service public qui est celui de la police nationale. Et je trouve que dernièrement, ce sujet est venu en raison notamment d'arrestations qui sont parfois pratiquées de manière violente, voire même de décès au cours d'arrestations, de questions qui sont posées par la police. On a le droit de questionner la police sans être immédiatement un anti-flic. Et je trouve que le débat était étouffant dernièrement, notamment c'est souvent excité par des organisations syndicales qui ne veulent pas qu'on puisse interroger, critiquer la police et immédiatement qui réduisent le débat de manière caricaturale. Donc ça, c'est la démonstration. Après, on peut même discuter de pourquoi ces policiers, qui étaient sans doute au départ des braves gens, peut-être parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, matériellement, psychologiquement, en viennent à avoir des attitudes qui sont pas conformes. Parce que moi, je les connais, mes policiers, je pense à ceux qui sont du commissariat des Lilas à côté de chez moi, ils bossent dans des préfats, les voitures fonctionnent pas bien, ils sont pas bien payés. Donc, tout ça, faut interroger. Mais il est sain et bon qu'on s'interroge et que on ait évidemment vis-à-vis de la police une exigence d'exemplarité. En tant que député de Seine-Saint-Denis, vous aviez été alerté, vous, d'une façon ou d'une autre, du comportement, en tout cas des accusations qui pèsent sur cette compagnie de sécurisation. Non, sur ce cas-là, non. Non, sur ce cas-là, non, parce que c'est pas en plus dans ma circonscription. Mais ce que je peux vous dire, moi, qui était notamment demandeur d'une commission d'enquête sur pourquoi il y a un taux de suicide si important dans la gendarmerie, dans la police, c'est qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Mais par contre, on peut aussi, et que les policiers qui m'écoutent m'entendent, mais j'aimerais qu'ils se disent pas, il y a un type qui supporte pas la police, on a besoin de la police. Je les connais, les policiers, quand à 3h du mat, quelqu'un frappe une femme, c'est les policiers qui vont empêcher tout ça. Non, mais je veux dire, c'est important. Mais en même temps, moi qui ne conçois pas une société, hélas, sans la police, parce que sinon c'est la loi du plus fort, je veux aussi, parce que j'entends des témoignages de la part de beaucoup de nos habitants, qu'il y a des comportements, une manière de leur parler, des techniques apprises lors de la formation des policiers qui sont violentes et dangereuses, et sans on doit pouvoir l'entendre. Et je suis assez atterré de voir qu'il y a même des policiers qui, ne supportant pas le débat, manifestent quasiment devant chez vous, je crois, l'autre jour, de la radio, oui, notamment, et que tout ça se passe parce que c'est pas bon, hein. La police, c'est pas un métier comme un autre. La police, ils ont le monopole de la force. Et si la police échappe à tout possibilité de contrôle citoyen et à l'impression de devenir une force autonome qui ne supporte aucune critique citoyenne, ça peut mal finir. Alexis Corbière, une enquête préliminaire a été ouverte le mois dernier pour abus de confiance contre plusieurs dirigeants de la France Insoumise, soupçonnés d'avoir réglé avec le chéquier de l'association La France Insoumise des amendes ou des dommages et intérêts qu'ils avaient été condamnés à verser suite à la perquisition houleuse du parti en 2018. Est-ce que vous vous êtes trompé de chéquier ou est-ce que pour vous, il n'y a pas d'affaire ? Il n'y a pas d'affaire. Mais d'ailleurs, vous l'avez lu, c'est le Canard enchaîné qui révèle ça. Il n'y a pas d'affaire. Bon, ces choses que je vais faire, il faut aller vite, c'est à la fin de l'émission. Vous êtes condamné au pénal ou au civil, d'accord ? C'est pas la France Insoumise qui a été condamnée. Quand vous êtes condamné au pénal, évidemment, la peine est personnalisée, vous le payez de votre poche. Mais quand vous êtes condamné au civil, en fait, c'est entre deux personnes. Et là, évidemment, c'est l'article 1342-1 du Code civil, ça peut être payé par un tiers. Là, en l'occurrence, il est tout à fait normal que, à part la partie donc, qui est
du pénal, où chaque personne concernée, il y en a 5, l'a payé de sa poche. Sur le reste, qui sont des sommes très conséquentes, 26 000, enfin on monte à plusieurs dizaines de milliers d'euros, que des gens qui sont des salariés, des gens qui ne sont même pas élus, qui sont concernés dans les condamnations, que le mouvement France Insoumise soit venu à leur aide pour payer ces dommages et intérêts, qui sont des frais d'avocat, etc. Tout ça a eu lieu à l'occasion. C'est une avance ou c'est un don? Est-ce que ces gens qui ont été condamnés vont rembourser le mouvement de la France Insoumise ou est-ce que c'est un don de la part du connaissance, c'est la France Insoumise qui le prend en charge. Ça concerne quoi? C'est pas une affaire privée. Ça s'est passé dans le locaux de la France Insoumise, un moment que tout le monde a suivi, où il s'agissait du fichier de la France Insoumise, la protection des adhérents. Donc ceux qui cette fois-là ont agi et qui ça a été condamné par la justice l'ont fait au service. Mais c'est pas le parti qui a été condamné, ce sont de la des individus. France Insoumise. Vous-même vous avez été relaxé d'ailleurs, Alexis Corbière. Renaud Dely. Tout ça est parfaitement légal. Et vous le savez très bien. Tous ceux qui ont fait première année de droit le savent. Donc ce qui m'agace, c'est que là encore, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte et il y a un couple qui se forme en justice presse ou sans même qu'il y ait un coup de fil qui soit passé à qui que ce soit de la France Insoumise. On a un article qui sort, qui buzz depuis hier pour dire qu'en gros, il y a des abus de confiance, enquête préliminaire et les braves gens se disent, ils sont pas très honnêtes ces insoumis. Je ne supporte pas ça. Une enquête préliminaire ne vaut pas condamnation. Oui, mais pour quelle raison ça paraît dans la presse? Je suis totalement d'accord avec vous. Procédure judiciaire, je suis totalement d'accord avec vous. Mais normalement une enquête préliminaire, une enquête préliminaire, ça se passe avec la discrétion. Pourquoi ça sort dans la presse? Vous avez tout dit, Marc Fauvel. Je m'en fous qu'il y ait des enquêtes préliminaires. Enquête préliminaire, c'est ce qui a abouti aussi à l'affaire Fillon. D'accord. Mais pour quelle raison? Mais écoutez, qu'il y ait des enquêtes préliminaires, après tout, moi je vais pas empêcher la justice. Si un magistrat a besoin de savoir, est-ce que quand on est condamné au civil, ça peut être payé par entière? Je lui dis d'ores et déjà, article 1342-1 du Code civil, qu'il aille voir. Moi j'ai fait les gifs foncières, je l'ai vu. Donc ça m'a pas l'air très compliqué. Par contre, ce que j'accepte pas, c'est que hier, moi j'étais assis à côté de Jean-Luc Mélenchon lors des questions au gouvernement, que tu as un tweet qui sort du Canard enchaîné, qui annonce demain qu'il y a enquête préliminaire contre Jean-Luc Mélenchon, que pendant 1h30, Jean-Luc Mélenchon ne sait pas de quoi on parle, que personne ne l'a appelé, et que la presse soit plus informée que les gens concernés, je l'accepte pas. Je termine. Renaud Dely, vous évoquez que... Non, mais parce que c'est un problème de fond. C'est un problème de fond où aujourd'hui vous avez une instrumentalisation de la justice et une utilisation parfois de la presse pour créer un halo de doute vis-à-vis des gens. Et ça, c'est pas de la bonne justice. Moi, par exemple, vous évoquiez que je suis passé en procès en septembre à Bobigny. Je n'ai jamais reçu de convocation. L'Express a publié ma convocation, mais pas moi. Donc la presse aujourd'hui sert à créer une fois de plus une suspicion. C'est une instrumentalisation de la justice et je le regrette prochainement pour en parler, tout comme Jean-Luc Mélenchon qui est toujours le bienvenu sur cette antenne. Sans doute, évidemment. Comment en douter? Y venir. Merci à vous, Alexis Corbière.